Et je pense que c'est le seul sens qu'on a sur cette terre, c'est de faire notre boulot le mieux possible, c'est tout. Oui, les débuts de la peinture, vous savez, ça commence très tôt, quoi. J'ai toujours dessiné en étant gamin. Et là, par exemple, je vous montre les premiers boulots que je faisais en France, donc, et puis avant d'aller en Suisse, j'avais 14 ans. C'était des aquarelles. Ça, c'est une gouache. Elle date de 47, oui, 14, 15 ans. Voilà encore des aquarelles que j'allais faire. Mais là, la vie m'avait conduit de France en Suisse. Et mon père était rentré en Suisse, donc c'est à partir de là que j'ai vécu dans le Haut-Jura, en Suisse, pendant des années. Il se passe quelque chose, c'est que j'ai eu la bourse fédérale suisse, c'est-à-dire que c'était quand même un prix important. Et avec ça, je vais partir en Grèce. Et la Grèce m'attirait beaucoup, la Grèce classique surtout. Et je vais passer tout un périple en Grèce assez, je dirais, mystique quelque part. Ça va tout de suite passer, on le voit ici, à presque de l'abstraction. Et puis alors, je serais aussi intéressé à l'époque dans les années 59-60, par l'action painting américaine, enfin les grands peintres américains de l'époque, et puis ensuite à l'abstraction lyrique. Et ça, alors, les peintures ici deviennent complètement abstraites. Et c'est à ce moment-là que j'ai une galerie qui va tout m'acheter. Au début, on est content parce que on vivait un peu, c'était dur, quoi, matériellement, et tout d'un coup, on a du fric et tout. Seulement, vite, je vois que c'est terrifiant d'être dans une galerie parce que la galerie vous impose de faire des choses. Il voulait même faire un contrat d'exclusivité. Et je ne savais pas comment sortir de ce guêpier parce que je deviens un fabricant d'objets, il fallait en faire. On n'a plus le temps d'évoluer, de finir une toile. Surtout moi qui reprends souvent les toiles très longtemps. Et puis voilà, le destin va m'amener en Iran et me faire heureusement quitter la pression, n'est-ce pas, de la galerie, parce que dès que je serai en Iran, j'ai été par hasard pour un mois de vacances et on m'a proposé tout de suite de rester. Et donc, je vais aller là-bas et je vais monter la faculté des Beaux-Arts avec d'autres gens et puis je vais rester 20 ans à enseigner là. Au début de l'Iran, bien sûr, je continue un peu sur la lancée de la peinture abstraite que je faisais, tout ça, quoi. Alors, ce que je n'avais pas encore dit, c'est que depuis 1956, eh bien, je m'étais fortuitement d'abord, et puis après, je me suis intéressé à l'astrologie à cause de différents événements de ma vie, et j'ai commencé d'étudier l'astrologie à fond. D'une part, le ciel astrologique, essayer de transposer avec les moyens plastiques le champ énergétique du ciel. Et il y aura d'autre part, ça c'est la première toile que j'ai faite de peinture astrologique, de tentative de peinture astrologique. Et puis le ciel aussi visible, c'est-à-dire les étoiles, enfin une traduction, la Voie lactée avec les planètes, les étoiles, c'est-à-dire peindre le ciel visible, quoi. Alors oui, là j'ai quelques reproductions, enfin quelques photos de l'importance que j'ai donnée aussi parallèlement. Il y avait les déserts, il y avait les personnages, les portraits, tout ça. Et puis il y avait les maîtres soufis. Parce que ces gens-là, là, c'était la recherche de l'intériorisation d'un homme, vraiment toute sa construction intérieure, sa spiritualité, bien entendu. Donc je travaillerai beaucoup avec ces hommes-là pendant une quinzaine d'années, quoi. Le soufisme, c'est l'ésotérisme de l'islam. Mais vous retrouvez le même ésotérisme partout, que ce soit en Inde, que ce soit en Orient, que ce soit en Chine, que ce soit chez les chamans, c'est la même chose. Simplement, c'est la forme qui change. Parallèlement, j'avais connu les quelques grands musiciens traditionnels et authentiques qui restaient en Iran, parce que la musique en Iran se dégradait par tout ce qui venait d'Amérique et de toute la télé et tout le bassingue. Et il n'y avait plus beaucoup de monde qui s'intéressait vraiment à ce qu'avait de ça comme capacité cette musique, qui est une musique soufie la plupart du temps, et qui avait des vertus et des capacités formidables de thérapie. C'est-à-dire que mes amis musiciens allaient soigner les gens. En jouant 1 heure devant quelqu'un qui avait 42 fièvres, il est plus de fièvre. Pour moi, occidental, c'était terriblement ahurissant. Enfin, j'étais complètement soufflé. J'ai découvert en Inde, à l'université indienne, la chromothérapie, qui utilisait plutôt les tapis, d'ailleurs, et les couleurs des tapis pour soigner les gens. J'ai commencé à me dire, mais alors, qu'est-ce que je fais en peinture? Ça m'a obligé de repenser
tout ce qu'était peindre, qui jusqu'alors j'étais encore très lié aux modes, au isme, vous savez, qui se trouvait dans la peinture occidentale. Et ça m'a demandé de repenser tout et de regarder les choses et essayer d'en tirer leur quintessence, comme ça. Et alors, c'est plus tard, quand je suis arrivé, quand je suis rentré en Occident, après 80, après la révolution iranienne, que j'ai découvert Grunewald, dont le retable de Colmar, et c'était un retable qui soignait les gens à une maladie très grave, le feu des Ardents, le feu de Saint-Antoine. Et donc ces peintures, ces différents panneaux, on mettait les malades devant pendant des heures et que ça les soignait. En regardant pendant un long moment la partie de la crucifixion du retable, au bout d'un moment, l'état dans lequel je suis entré, c'était comme si j'avais pris une dose de LSD. J'étais complètement parti dans un espèce d'état absolument formidable et révélateur, une vraie révélation. Et alors, quand je suis rentré chez moi, après avoir pris les reproductions, j'ai mis ça à mon mur et je regardais souvent. Puis j'ai dit, ça ne suffit pas. Et j'ai décidé de le peindre, de le copier. Et je croyais, j'espérais, à ce moment-là, trouver des recettes. Ah, si on peint comme ci, si on fait ça, peut-être ça va soigner, n'est-ce pas? C'était évidemment une pensée très naïve. En réalité, ce que je réalisais, c'est que c'était des gens qui étaient d'un tel niveau spirituel, n'est-ce pas? Tellement ils avaient réalisé en l'humain, dans son contexte le plus vaste ou le plus éveillé, que tout ce qu'ils faisaient, c'était comme ça. Donc quand vous regardez l'étoile, vous êtes pris dans le champ. Ça vous réorganise vous-même à travers votre vision, à travers ce que vous ressentez, ça vous remet en place. J'ai compris qu'il n'y avait pas de recette extérieure, mais que c'était thérapeutique de la même manière que quand vous restez des heures avec un maître, il vous transforme parce qu'il vous transmet quelque chose. D'abord, il faut se souvenir ce que c'est qu'un mandala. Un mandala est en général une peinture religieuse, surtout en Orient, un endroit de concentration. C'est un condensé de quelque chose qui se base sur toutes les idées ésotériques de la religion, des rites. Et donc, on est censé l'utiliser pour se concentrer et pour méditer et pour en recevoir l'énergie. J'ai été amené à réaliser que peindre, ça voulait dire créer un champ énergétique quelque part qui devait avoir un effet sur nous. Pas seulement regarder si c'est joli par rapport à notre ego conscient, mais que ça a un effet sur aussi notre inconscient. Comme la musique peut l'avoir, ou bien quand vous avez une toile devant vos yeux tous les jours, elle ne peut pas ne pas avoir un effet sur vous. Eh bien, je suis arrivé à penser que si j'utilisais le thème astral de quelqu'un, c'était son lieu de rechargement énergétique par rapport à son rapport au ciel, et que je pouvais faire de ça un mandala. Ce serait un mandala personnalisé, c'est-à-dire qu'il pourrait, en regardant son thème, ou quand le thème le regarde, il pourrait se rebrancher, comme vous branchez n'importe quoi sur une charge électrique, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir l'énergie de ce thème. Pour faire ce mandala, je commence avec, évidemment, en montant le thème astral de la personne, le moment exactement où il est né et tout ça, la position des planètes et tout, des maisons, et même j'y ajoute les étoiles du ciel lointain. Je pars de l'idée du cercle, hein. L'idée du cercle céleste, quoi. Et comme un thème, je vais placer quand même la position des planètes où elles se trouvent par rapport à son thème. Faire un mandala, n'est-ce pas, d'une personne, c'est en fin de compte traduire le champ énergétique du ciel avec les moyens de la peinture, et c'est en fin de compte comme le portrait énergétique de la personne, sur lequel elle peut s'appuyer et se recharger. On pourrait penser évidemment qu'on aura un choix entre le travail intérieur et le côté artistique et la peinture. Mais pas du tout. Ça s'équilibre tout le temps. Plus l'intérieur se fait, plus vous voyez. Donc plus vous devenez peintre en même temps. Et plus vous peignez, vraiment, parce que la peinture, c'est une sorte... C'est quoi? C'est pas mettre de la couleur sur une toile. C'est tout le méditation intérieure qu'il y a. Et alors, comme j'ai toujours eu d'ailleurs une adoration pour la femme, à travers les femmes, bah évidemment que c'est toujours un élément pour moi fondamental,
d'inspiration déjà, n'est-ce pas? Et ce que je cherche, je ne sais pas où ça ira, c'est une femme un jour s'est présentée à moi comme ça, dans un geste tellement extraordinaire, c'était Dieu, c'était je suis, il n'y a que ça, je suis. Je suis totalement là et totalement ouvert. Elle n'a jamais pu reprendre cette pause, jamais. J'ai redemandé souvent pour travailler. Alors elle la faisait avec la tête, et il n'y avait plus le côté intérieur qui lui avait permis de le faire. Mais quand même, je cours après cette vision-là, pour montrer ça, c'est-à-dire que l'être humain et le ciel, c'est le même, d'abord, c'est qu'on est complètement lié au ciel et que ce n'est pas différent. Et puis d'un autre côté, que la femme, c'est quand même aussi sur le plan esthétisme et tout ça, quelque chose d'extraordinaire à peindre, quoi. En ce qui concerne mon rapport avec la situation actuelle et l'art moderne, j'ai vu la situation du monde actuellement, c'est-à-dire dans le fourbi pas possible dans lequel on est, et tellement de gens disent qu'on va du côté du suicide. Moi, je pense que actuellement, on est dans une mutation formidable où l'humain va devoir vraiment se transformer et muter. Mais pour l'instant, tout ce qui est culturel en général, là entre autres, qui devrait être d'avant-garde et qui devrait, les artistes sont des gens qui sont censés voir et donc apporter du renouveau et de l'évolution aux humains, eh bien, ils font le contraire, c'est-à-dire que la plupart des artistes à la mode et reconnus par les systèmes, eh bien, ils ne font que de suivre ce que les gens ont envie, donc d'obéir aux valeurs du connu, des valeurs répétées, de tout ce qu'il y a de plus plat et banal, pour gagner du fric et pour être reconnu. C'est-à-dire que c'est l'égocentricité qui domine la plupart du temps toutes les œuvres d'art. Et les vrais médecins, les vrais thérapeutes qui font de la recherche, les vrais scientifiques, les vrais artistes, ne sont pas des gens à la mode maintenant. Ils sont toujours combattus par la mode, si vous voulez, et refusés. Donc parce que ce n'est pas une époque de fleurissement. Bien des fois, j'ai eu des opportunités, si vous voulez, dans le système et tout ça, mais c'est pas que j'ai refusé, mais ce qui était proposé était tellement à côté de la plaque que j'ai pas pu accepter ça, donc je suis resté dans mon coin. Mais je pense que d'un autre côté, on fait un travail en sourdine, mais qui est tellement plus puissant que toutes les choses extérieures, tellement plus efficace, si vous voulez aussi. Et attention, c'est que j'ai peut-être pas les facilités de tout le monde où les gens croient être heureux parce qu'ils ont 4 sous de plus, mais intérieurement, l'état d'adoration dans lequel on arrive de la vie, l'état de contemplation constante que j'ai dans n'importe quoi que je vois, c'est tellement inimaginable que je ne pourrais jamais avoir ça si j'étais dans la mode, si vous voulez, si mon esprit se trafiquait là-dedans, quoi.